Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous mes amis et bon dimanche sur les marchés et ailleurs, où que vous fassiez vos courses. Nous on va les faire ensemble avec une actualité chargée comme on en a l'habitude chaque semaine. J'aime bien cette actualité de l'alimentation, de tout ce qui se mange et même se boit parfois. Et aujourd'hui on va être divers et variés. On va même faire une sorte de petit flashback puisqu'on va revenir une semaine en arrière. Alors ceux qui écoutaient Ferniaud fait le marché la semaine dernière se rappellent certainement que nous étions du côté du pied des Pyrénées, là-bas aux confins de la Haute-Garonne, du côté de Montrégeau, pour un événement à portée internationale dont j'ai l'organisateur avec moi en ligne, Dominique Bouchet. Bonjour. Salut, bonjour. Alors, toujours à Montrégeau, Dominique, évidemment, le dimanche matin, c'est normal. Sauf que là, le village s'est un peu vidé. Alors, j'ai pas dit aux auditeurs, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, quel événement nous réunissait la semaine passée à Montrégeau. Eh bien, la semaine dernière, nous avons organisé tous ensemble le premier championnat, le premier concours de fondue en France, le championnat de la fondue en France. Ah, le championnat de France de fondue. Et oui, il faut des championnats pour tout. Et la fondue peut être un sport, surtout quand on la pratique sérieusement, comme le font par exemple, les MOF fromagers, les meilleurs ouvriers de France fromagers, dont vous faites partie, Dominique. Vous êtes vous-même MOF fromager. Oui. Et alors, c'est vrai que c'était du sport parce qu'il devait représenter en même temps. Il devait faire de l'animation, puisque tout le monde dit que la fondue, c'est convivial. Ouais. Et donc, je voulais pas qu'ils soient tristes derrière leur cacolon. Ah, alors, c'était pas le cas, parce que j'ai croisé Xavier Turet, MOF fromager également, qu'on aura tout à l'heure en ligne. Il m'a dit, c'était loin d'être triste. D'ailleurs, dans votre petite salle communale, j'ai envie de dire, il y avait plus de monde que dans le village. Ah, complètement, oui. Oui, complètement. Et puis, du coup, il n'y avait pas besoin de faire la circulation dehors, non. C'est ça. Les rues étaient vides, tout le monde était devant les fondues. Tout le monde était dans la fondue, oui. Alors, pour se représenter, combien d'équipes, rappelez-nous ? 21 équipes qui étaient présentes. 21 équipes venues du monde entier. Il faut le dire, beaucoup de France, mais un peu du monde. Oui. Ouais, et de régions de France. Alors, chacune avec, on va dire, une sorte de dispositif, de réchaud, de caclon, un peu de pièces montées aussi, tout ça pour rendre ça festif et visuel. Oui, totalement. Il y avait des gens qui sont venus avec des cacolons qui sont fabriqués eux. Il y avait très peu d'abord de cacolons conventionnels. Il y en a même qui ont essayé avec un appareil à fondue bourguignonne, mais pourquoi pas. Et puisqu'il fallait de l'originalité, il fallait de l'animation, et bien sûr... Et de la bonne fondue quand même. Ah oui. De la bonne fondue avec des bons fromages. Oui, tout à fait, oui. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que la fondue, bon, elle est un peu d'essence, on va dire, des Alpes, depuis la Suisse jusqu'au bas des Alpes. Et là, tout le monde a concouru, les Pyrénées, bien entendu, puisqu'on est là dans les Pyrénées. Oui. On a également l'Auvergne, on a même la Normandie, l'Île-de-France, enfin voilà. Tout le monde s'est targué d'apporter ses fromages régionaux pour faire de la fondue. Oui, et le jury, justement, mettait des notes aussi sur le choix des fromages qu'ils avaient portés. Il fallait au moins que quand on appose un nom sur la fondue, qu'il y ait 50% des fromages de cette région-là. Mais les candidats étaient très sérieux. Ils ont mis carrément du 100% de leur région, y compris sur les fromages auvergnats. Et sur les fromages des Pyrénées, les gens ne sont venus qu'avec des fromages des Pyrénées. On peut dire que c'était vraiment le haut du caclon, là. Vraiment les meilleurs fromagers de France pour faire les meilleures fondues possibles, si je résume un peu. Il y avait 12 meilleurs de France qui étaient présents là pour juger, mais aussi pour cuisiner. Bon alors, Dominique Bouchet, dites-moi, on va tout de suite se parler des résultats. Qui est-ce qui a terminé au pied du podium, en 4e position ? Alors, en 4e position, quasiment ex-aequo. Ceux-là, on les attendait dans le trio. Oui. Et c'est le jury qui a voté. Oui. Et c'est la Suisse qui apparaît là. Quasiment ex-aequo avec Xavier Turet dont je parlais à l'instant. Carmen. Mais là, tu avais deux équipes qui étaient très très proches, mais tellement différentes. Les Suisses nous avaient fait du très traditionnel, c'était super bon. Ouais, genre gruyère et vacherin fribourgeois, quoi. La moite-moite qui est super connue, là, ça rigolait pas. C'est peut-être ça qui a fait c'était au pied du podium. Je suis un peu étonné, elle devait l'être aussi, parce que c'était deux femmes, de se retrouver au pied du podium, alors que la Suisse partait évidemment favorite avec sa longue tradition de fondue.
Tout le monde, oui, je crois que tout le monde s'attendait à ça. Le matin, d'ailleurs, dans les premières notes de qualification, elles étaient très très bien placées. Je crois que l'après-midi, la fatigue étant que, eh bien, le côté festif était peut-être un peu moins là, alors qu'il y avait dans le Cacquelon, mais il y avait un ensemble de notes. Il fallait faire bien sûr. Il fallait ajouter, puis diviser. Je ne sais pas si on a multiplié aussi. Oui, des coefficients très compliqués. Il fallait de gros ordinateurs. Et donc, tout ça de tête. Et donc, on est arrivé, et c'est vrai que c'était surprenant. C'est assez malheureux parce que la Suisse, en plus, ce sont des gros partenaires et c'est eux qui nous ont donné cette idée-là par rapport à ce que j'ai vu là-bas. C'est bien aussi parce que ils sont comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la tradition, quoi. Hein. Évidemment, le talent des meilleurs ouvriers de France fromagers à choisir les fromages qui rentraient dans leur fondu a compté. Alors, qui a été troisième ? Troisième. Alors là, c'est improbable, mais alors complètement surtout quand tu sais que c'est la Suisse quatrième. Le troisième, nous avons le Brésil. Mais non. Mais oui, le Brésil. Ah mais c'est inouï ça. Enfin, vraiment, personne ne les donnait sur le podium. Hein. Non, il se trouve que la semaine d'avant, je les avais vus au Salon d'agriculture à Paris. Ils préparaient déjà leur... Et quand elle m'a fait voir qu'elle faisait des croquettes et que le concours à Paris de la Lyre d'Or, c'était le plateau de demain, je lui avais dit, mais là, peut-être que tu as des points à marquer, que cette fondue transportable, que savoir une fondue, même anti-Covid, c'est-à-dire que personne ne se mélange, chacun a sa croquette. Mais Dominique Bouchet, excusez-moi, la question qui me vient, c'est quand on dit régional, national, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme fromage, les Brésiliens ? Il y a du fromage au Brésil ? Oui, il y a du fromage au Brésil, il y a même des fromages lait cru qui passent sous le manteau. Et oui, parce que c'est incroyable pour arriver à faire entrer du fromage brésilien. Sous les plumes, le fromage au lait cru. Oui, tout à fait. D'ailleurs, elles étaient déguisées avec des plumes. Ah oui, c'était carnaval. Il se trouve que Déborah, étant brésilienne elle-même, elle a fait venir du fromage de là-bas. Et c'est vrai que ça a été un succès que d'avoir démonté la recette, et puisque le fromage était à l'intérieur des petits pains et pas au-dessus. Et puis l'animation qu'elle a faite autour et le jury, quand ils l'ont goûté, ils l'ont trouvé très très bonne. Bon, allez, on remonte sur la deuxième marche. La médaille d'argent, à qui a-t-elle été attribuée ? Alors là, ils sont jeunes et c'est extraordinaire. C'est Renaud, le fils de Bernard Muraveau, avec son... Mof fromager, Bernard Muraveau, à Grenoble. À Grenoble, et lui nous a fait une fondue, alors terrible, parce que il utilisait beaucoup des fromages de sa région, il en avait... Et à la fin, il râpait un dernier geste avant que... Tu sais, quand tu trempes le couteau et que tu tires un peu le fil, là, juste, il venait te poser un petit peu de Sbrinz, plus vieux fromage européen en pâte dure. Le Sbrinz, c'est bon, ça. C'est entre gruyère et parmesan, on peut dire, grosso modo. Dans la mâche, tu avais un petit peu de croquant. C'était vraiment très bon. Attends, Dominique Bouchet, attendez une seconde. J'ai fait signe à Maxime Sénat, mon réalisateur. Il a appelé sur le téléphone rouge Bernard Muraveau, qu'on a en ligne. Bonjour Bernard. Bonjour. Quelle compétition, dites donc. Être arrivé sur le podium avec votre fils, ça a dû vous faire plaisir. Non, attendez, c'est mon fils qui est arrivé sur le podium sans moi. Ah bon, d'accord. Oui. Vous n'avez pas coaché du tout, Bernard? Non, pas du tout. On parle pas avec mon fils. Il est bien meilleur que moi. Et pour revenir à ce concours, quelque part, ce qui était important, c'était le mot concours de la fondue. Oui. Mais pour nous, une fondue, c'est quoi? Pour nous, c'était évident que ce soit une fondue savoyarde. Et on avait peut-être mal lu, donc on a fait très bien. Mais on a vu des fondues qui étaient magnifiques. Oui. Ils ont magnifié le fromage. Aussi bien les Normands, les Pyrénéens, les Suisses. Ça a été des fondues locales. Mais et effectivement, chacun a sorti ses plus belles cartes pour faire les plus belles fondues. Là, effectivement, je remercie encore Dominique Bouchet d'avoir imaginé ce concours en disant faites une fondue. Et pour moi, effectivement, 40 ans de métier, aujourd'hui, pour moi, une fondue, c'est juste une fondue savoyarde. Oui, mais non. Bernard, vous êtes installé à Grenoble, donc on ne peut pas être ultra départementaliste. Hein. C'est pas l'Isère, c'est toutes les Alpes de ce coin, depuis la Haute-Savoie jusqu'à l'Isère, que vous avez mis en scène. T'as raison. Je vais arrêter de leur faire plaisir. nous, on a mis du vrai fromage. Et c'est quoi du vrai fromage? On n'a pas été chercher midi à 14h. On a fait les plus beaux fromages d'alpage. Et je crois que quelque part, c'est ça la vraie fondue. Pour moi, une fondue... Alors, une fondue qui va gagner, une fondue auvergnate. J'ai aimé l'Auvergne.
mais jamais de ma vie j'aurais mis du bleu dans la fondue. Ils en ont mis 2. Ils étaient magnifiques. Ils ont mis 2 bleus, 2 AOP, une Camembert. Et vous, il y avait quoi alors? Parce qu'il a un peu vendu la mèche. Nous, on avait les vrais fromages pour la fondue, quoi. Ouais. On avait juste les vrais fromages qui existent. Donc, un magnifique comté de montagne, des Beaufort d'alpage, des millésimes 2020. On avait les Etiva. L'Etiva, c'est un fromage qu'on fabrique. Oui, c'est une sorte de gruyère suisse artisanale, on va dire. Attention, c'est pas un gruyère d'alpage, quoi. Ouais. Voilà. Après, effectivement, on a une petite Saint-Pierre-d'Entremont, on a une petite laiterie qui fait un magnifique estibal. Et puis après, la magnificence, c'était râper un peu de Sbrins pour donner un arôme supplémentaire. Donc vous avez été jusqu'à la Suisse, vous, hein, carrément, parce que c'est un fromage suisse d'appellation, le Sbrins. Attends. On a été aussi sur le vacherin fribourgeois. Ah oui, d'accord. Parce que mon ami Cyril Leroux, il a dit quelque chose de Moff à Strasbourg, Moff fromager à Strasbourg. Il a dit, le vacherin fribourgeois, c'est la colonne vertébrale de la fondue. Je suis d'accord, ça permet d'avoir un fondu incroyable. Voilà, dans toutes ces pâtes dures, le vacherin c'est moelleux. Voilà. Et les jurys ont noté qu'effectivement tous ceux qui sont allés un peu plus loin dans les phases finales, ils avaient tous quelque part du vacherin fribourgeois. Bernard, restez avec moi parce qu'on a une petite coupure pub. On se retrouve dans une minute pour continuer à détailler le palmarès du championnat de France de la fondue. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour du côté de Montrégeau avec Dominique Bouchet, Moff fromager, organisateur du championnat de France de fondue qui s'est tenu dimanche dernier. On a eu déjà le podium et même le pied du podium. Les Suisses étaient au pied du podium, ça a dû leur faire un petit peu dur quand même, eux qui se pensaient gagnants par avance. Ensuite, en 3e position, les brésiliennes d'ailleurs, tout en pluie de mai, nous disait Dominique Bouchet, avec une très belle fondue de fromage brésilien, et oui, c'est incroyable, 3e, médaille de bronze. 2e, Bernard Muraveau qui est avec nous en ligne. Je vous ai coupé un peu comme vos fromages, désolé Bernard, on était pris par le temps. Aucun problème. Mais vous étiez en train de nous dire qu'en fait, vous avez fait une fondue avec tous les fromages de l'arc alpin en partant depuis la Suisse jusqu'à chez vous, quoi. On a juste mis des vrais fromages. Oui, d'accord. On a juste mis des vrais fromages, on a juste fait une vraie fondue. Avec du vrai vin, sans aucun ingrédient. C'était la fondue. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas aucun artifice sur la fondue. On a fait une fondue comme on doit la faire. Dominique Bouchet, tout rentrait en ligne de compte, vous l'avez dit, la présentation, le style, l'animation, mais d'abord c'était le goût, bien sûr. Ah oui, le goût, bien sûr. Pour te donner un peu l'image, quand même, quand tu parles que les Brésiliens, ils étaient emplumés de plumes de dindon. Ouais. Tu avais Bernard Muraveau, c'est moins son style, hein. Non. Bernard était là pour chauffer la salle, puisqu'il avait interdiction de voter, vu que son fils était... oui, bien sûr. Donc, ça donnait encore plus d'intérêt à la chose. Et son fils était vêtu, son fils et son copain. Rappelle-moi le prénom, Bernard. Louis et Renaud et Louis. Et ils étaient habillés d'une tenue de ski, donc en duvet d'oie. Oui. Donc, tu vois, toujours emplumés, ceux-là aussi. Ah oui, mais de l'intérieur. Ah oui, de l'intérieur, tout à fait. Et tous les deux avec des cheveux très longs, du style cet acteur que l'on voit qui fait du ski, qui fait de la planche à voile avec les cheveux longs blonds. Ah oui, Brice de Nice. Voilà, exactement. Là, Bryce de Nice. Ok. Ça ne devait pas être triste, c'est sûr. Ça leur donnait encore plus d'envie d'être inaperçu et en même temps ne voyez que quoi. Dominique, il y a un homme que j'ai au téléphone. Alors, il a un peu vendu la mèche, Bernard, sans le vouloir, mais c'est quand même carrément inattendu. Je dirais, c'était même époustouflant de voir qui a remporté, parce qu'on n'a pas parlé de cette médaille d'or du vainqueur. C'est pas une région qu'on attendait, Dominique Bouchet. J'ai avec moi en ligne Jean-Jacques Vermersch, qu'on applaudit chez nous. Voilà. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour les amis. Alors Jean-Jacques, vous êtes d'une grande région fromagère, je vais vous dire laquelle dans une seconde, bien entendu, mais pourtant c'est pas votre métier. Vous êtes un des rares qui n'êtes pas dans le fromage puisque vous êtes distillateur et liquoriste. C'est ça, je suis artisan liquoriste. Artisan liquoriste, la maison Louis Coudert, je crois depuis 1908, à Aurillac.
les fiches sont à jour. Les fiches sont à jour. Alors j'ai le témoin Montréal qui dit non, il n'a pas de fiches, hein, c'est tout dans sa tête. Alors, Couder, très belle maison d'Aurillac, donc l'Auvergne. Alors c'est vrai que l'Auvergne, il y a un sacré plateau de fromage. Du coup, la fondue qu'a gagnée, elle n'est pas alpine, elle est du Massif central. C'est fou ça. C'est tout à fait ça. Je viens d'un département, le seul département de France à porter le nom d'un fromage, le Cantal, et également le seul département de France à disposer de 5 fromages d'appellation d'origine contrôlée. On peut les rappeler ? Alors, le quiz, tiens, il faut demander à Dominique Boucher. Ah bah moi alors de tête, hein, je dirais le Cantal déjà, hein, puisque c'est le nom du département. Saint-Nectaire, oui. Fourme d'Ambert, oui. Il y a aussi probablement le Salaire. Le Salaire, oui. Le Salaire et le 5e, le Bleu d'Auvergne, bah oui. Bravo, et vous avez tout mis dans votre fondue, Jean-Jacques Vermersch ? Ah non, mais on est des fondus de ça, et en plus, le lien, il fallait le faire quand même avec les maisons Couder. Oui. Et donc, on a créé une fondue en Auvergne avec Gentiane et ses 5 fromages, et on a rajouté une petite touche secrète, hein, une petite botte incroyable, c'est bien entendu la tome fraîche de Cantal qui nous aide à faire filer. Hein. Vous savez qu'on est les rois de la truffade. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le filage, et ça file. On file pas l'anglaise, on file à la Ligone, vous voyez. Pourtant, Jean-Jacques Vermersch, vous êtes plus connu, enfin moi je connais Couder pour sa prune, hein, depuis pratiquement mon enfance, avec cette étiquette avec l'Auvergnat et son chapeau dessus, hein, de jadis, mais aussi la gentiane dont vous parliez, qui apporte de l'amertume du coup dans la fondue. Voilà, elle apporte de l'amertume, donc on la lie tendrement avec les 2 pâtes persillées. C'était aussi là une aventure que de mettre ces pâtes persillées, et puis le reste s'ensuit. On a le fruité du Salaire, on a l'onctuosité du Saint-Nectaire et de la tome fraîche. Bref. Bon, Jean-Jacques, je vais vous dire, il y a aussi un produit chez vous qu'on adore, et je suis pas le seul, c'est la verveine, hein, puisque vous faites une verveine chez vous, une liqueur. En toute sincérité, on a un petit peu arrosé le titre à la verveine, hein, Dominique s'en rappelle. Moi, je voudrais dire un dernier point, Vincent, concernant la réalisation de cette fondue, c'est qu'il y a un ingrédient essentiel à tout ça. Ah oui, quoi donc ? L'amitié. Ah oui, et la folie. Hein, si j'en crois l'ambiance. Voilà. Alors, j'ai pu venir avec un ami de longue date qui est Alban Rousseau, donc qui est chef consultant depuis longtemps, éducatien. Et donc, on a élaboré ensemble cette recette. Et puis, génial, j'ai à l'invitation de mon ami Dominique Boucher aussi. Alors, je peux le dire parce qu'il n'a pas pris au vote pour les finalistes. Alors, voilà. Vous n'avez pas acheté votre victoire. Très bien. Jean-Jacques, moi, j'ai en ligne un candidat malheureux, malheureux mais heureux quand même d'y être allé, qui adore votre verveine. C'est Xavier Turet, Moff Fromager. Bonjour, Xavier. Xavier, non, on l'a pas en ligne. Il a raccroché, Xavier, le pauvre Xavier. C'est pas grave. Dominique, ça a dû faire sensation quand même d'avoir sur le podium. Alors, Bernard Muraveau, on l'attendait bien sûr, mais d'avoir les Brésiliennes et les Auvergnats sur le podium, c'était carrément inattendu là. Oui, tout à fait, et que tu te rends compte que c'est pas une histoire d'altitude, que ces vieux volcans sont toujours réveillés et qu'ils ont réussi à gagner les Alpes. Ça, c'était inattendu, qu'ils aient gagné la Suisse, c'était inattendu. Le Brésil, je ne peux pas trop en parler, parce que suivant où tu te poses, j'imagine qu'ils doivent avoir aussi des montagnes. Oui, puis peut-être qu'il y avait d'autres arguments. Allez savoir que juste le goût de la fondue. L'animation, la musique. Les 2 oiselles étaient de compétition. Voilà. Et attendez, j'ai retrouvé Xavier Turet. Xavier ? Oui, bonjour. Oh, Xavier, on parlait de la verveine de Couder, de Jean-Jacques Vermersch, le vainqueur. Alors, je disais Xavier, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais vous avoir parce que vous êtes un peu le candidat malheureux. 5e à 1 point des Suisses, pour ainsi dire, avec une fondue d'Île-de-France, je le rappelle, l'honneur de l'Île-de-France, qui est une région, on le rappelle. Clairement. Avec quoi? Donc du brie, j'imagine. Brie de Meaux, donc fondue royale au brie de Meaux, champagne et truffe. Voilà. On avait fait présenter la fondue en chromeski individuel, donc elle avait cette particularité d'être chaude, coulante, fondante. Oui, mais enfin, qu'est-ce qui a coincé alors, Xavier? Dites-nous la vérité. Je ne sais pas, apparemment l'animation. Voilà. Vous manquiez de plumes avec Carman. C'est exactement ça. Je pense que les plumes brésiliennes nous ont supplanté. Le charme des Suisses nous a supplanté aussi. C'était en tout cas une épreuve
génial. L'épreuve de l'animation était une épreuve géniale. On sera prêt pour dans 2 ans, c'est sûr. On montera sur le podium. Bon, merci beaucoup, messieurs. Un dernier mot, Jean-Jacques Vermeersch. Vous allez en Suisse, puisque ces places du podium étaient qualificatives pour le championnat du monde en Suisse. Ah ben là, c'est carrément à l'export. Hein. Là, ça y est. Ça va être toute une aventure. On est en train de peindre le bus, hein, déjà. On s'en occupe. De peindre le bus dans le Cantal à Aurillac. Ouais. Et peut-être aller savoir une future activité. Peut-être vous allez passer le MOF fromager au milieu de tout cela après avoir été licoriste. Ah ben je connais mon coach d'avance alors dans ce cas-là. Non mais en tout cas entre hommes de goût et chacune dans nos filières, ben on apprécie aussi ces petits passages à l'horizontale là pour aller voir les copains dans leur artisanat. On est tous artisans du goût et moi, cette passion, on la retrouve quel que soit le produit, c'est ça qui est génial. Bravo Dominique Bouchet pour cette organisation, hein, parce que c'est sorti, comme on dit, ex nihilo, hein, de rien, comme ça, juste de votre volonté de faire un championnat. Ça a dû être quelque chose. On peut saluer Sandra, qui est votre collaboratrice, qui a œuvré pendant des semaines pour agréger tout cela à Montrégeau. Combien d'habitants à Montrégeau, on peut le rappeler quand même? 1000 à peine. Oui, à peine 1000 habitants. Et pratiquement tous dans la salle le jour il y a une semaine, le jour de ce championnat. Il y avait les vigiles dehors, donc il faut les compter aussi. Merci Bernard Muraveau de nous avoir fait un petit coucou depuis votre boutique à Grenoble. Et merci Xavier Turet. Prochaine fois, il faudra penser à l'animation quand même, hein, parce que je suis sûr que la fondue était bonne. Bonne journée messieurs, bon dimanche à tous. Allez, on se quitte pas, on se retrouve dans quelques minutes. On va complètement changer d'ambiance. On descend tout droit Méditerranée. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Oui, je fais le marché ce matin. On sort un petit peu de nos fromages régionaux avec ce championnat de France de fondue. Ambiance complètement différente en deuxième demi-heure parce que c'est un match de boxe que je vous convie ce matin. Un match de boxe entre deux poids lourds de la cuisine méditerranéenne. À ma gauche, j'ai Andreas Mavromatis qui évidemment pratique la cuisine grecque, comme son nom l'indique, et vous le connaissez certainement si vous êtes passé par Paris à travers d'abord ses magasins de traiteurs, mais aussi son restaurant étoilé. Et à ma droite, un peu plus jeune, arrivé un peu plus tard de son Liban, c'est Alan Geham, le chef, lui aussi étoilé. Bonjour Alan. Bonjour. Ça y est, le combat n'est pas parti, hein, Monsieur Max. Hein. Monsieur Max, c'est le réalisateur. Doucement, hein, ils sont en train de s'échauffer. Bonjour Andreas Mavromatis. Bonjour Vincent. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va pas mal, hein. Ça va pas mal jusque-là. Alors, je dis un match de boxe, mais en toute amitié. C'est moi qui ai recréé en fait cette ambiance de boxe parce que j'ai été interpellé dans la même semaine par en quelque sorte la proximité des cuisines des deux protagonistes de ce combat qui est un combat amical, je le rappelle. C'est juste d'entendre parler un petit peu cuisine et d'une cuisine du soleil, ça nous fait du bien au printemps naissant, juste avant l'été, parce que au fond, beaucoup de choses se correspondent. Alors, il faut dire une chose, c'est que entre Tripoli, dont est originaire Alan Geham, au Liban, hein, sur la côte du Liban, et Chypre, dont est originaire Andreas Mavromatis, il y a à peine 50 ou 60 kilomètres de bras de mer. Hein. C'est vraiment face à face, Andreas. Oui, absolument. Les Liban et Chypre, c'est quoi, 20 minutes d'avion, quoi. Oui, c'est ça, c'est juste en face, quoi. Hein. Oui, juste en face. Puis il y a beaucoup de proximité culinaire, il y a beaucoup d'amitié avec les Libanais, parce qu'ils viennent très, très nombreux chez nous, à Chypre. Oui, alors, évidemment, en plus, il y a cette culture de double religion, hein, puisque au Liban, on le sait bien, les chrétiens côtoient les musulmans, et à Chypre, il y a les Turcs et les Grecs, donc là aussi, il y a une sorte de cohabitation, on va dire, entre deux cultures culinaires. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu quand même une cuisine chrétienne, hein, puisque l'un comme l'autre, évidemment, vous êtes d'essence chrétienne. Oui, tout à fait. Sauf qu'aujourd'hui, les Turcs sont au nord de Chypre, une partie occupée, suivant l'invasion des Turcs en 1974. Et là, nous, on est dans le sud. Donc, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de correspondance. Il y en a eu beaucoup d'ententes avec nos compatriotes chypriotes turcs, beaucoup d'ententes culturelles. Et notamment la cuisine, hein, parce que la cuisine, elle n'a pas de frontières. Absolument, la cuisine n'a pas de frontières, et puis vraiment, on avait de très bonnes relations.
Et Alan Géham, est-ce qu'on peut dire la même chose au Liban, au fond? Est-ce que, même s'il y a évidemment des différences culturelles et des différences de communauté, est-ce que la cuisine, en revanche, elle s'applique à tout le monde? Moi, je suis désolé, je commence que la cuisine libanaise, elle est meilleure, avant tout. C'est plus ancien, première chose. Ensuite, bien sûr, c'est pas très loin, c'est toujours vraiment, on partage de la cuisine ensemble avec beaucoup des ingrédients qui soient au Liban, en Chypre. Beaucoup de partage avec de l'alumi, avec des produits, des ingrédients de base. Et beaucoup de partage avec les cultures aussi. C'est pas très loin. Ouais. Voilà. Et c'est quand même le même climat, hein, grosso modo. Enfin, on est vraiment tellement proches. Exactement, le même climat. Et voilà, c'est une cuisine joyeuse, c'est une cuisine chaleureuse. C'est le partage. Et puis c'est le soleil, hein, excusez-nous, pour nous qui sommes des Occidentaux de l'Ouest, un peu plus dans l'Atlantique, c'est quand même le soleil. Et moi, ça sonne le soleil, qu'on aille chez l'un ou chez l'autre, Andreas. Oui, mais on ne peut pas dire qu'il y a une cuisine meilleure que l'autre. Moi, je suis absolument... mon avis n'est pas du tout sur la meilleure ou la moins bonne. Tous les pays du monde, ils ont une bonne cuisine. La plus ancienne, je ne suis pas très sûr. C'est un goba d'historien, mais ce n'est pas les propos d'aujourd'hui, je pense. Mais je pense qu'aujourd'hui, alors qu'est-ce qui nous lie avec nos amis libanais? C'est la culture, la gastronomie, évidemment, du partage. Mais au-delà, moi j'étais au Liban au Top Chef et j'ai vu les sujets de compétition, les produits, c'était les poissons, parce que les Libanais, je suis désolé, ils ne consomment pas beaucoup de poissons. C'est vrai, les Libanais le disent, il n'y a pas de pêcheurs. C'est très étonnant d'ailleurs, donc une grande différence avec la Grèce et Chypre, comme un gros consommateur de mollusques déjà, parce que poules, parce que des acéphalopates. Comment on explique ça, alors, Alan je ne comprends pas que tous les sujets, c'était les candidats sous des poissons lions, qui avaient une abondance à l'époque, je ne sais pas, toujours d'ailleurs, qui sont partis du canal de Suez, les poissons. Donc, c'était des poissons très voraces, donc il fallait vraiment les cuisiner. Et j'ai discuté beaucoup avec les candidats qui ne savaient pas, qui n'avaient pas beaucoup de poissons. Enfin, c'était un défi à relever, quoi. Ils n'ont pas cette culture. Comme d'ailleurs l'Afrique du Nord, parce que c'est... Alors, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, c'est beaucoup de poissons, quoi. Énormément de poissons. C'est pas que ça, parce que la cuisine grecque, elle est ancestrale. Je suis désolé. Quand la Grèce antique consommait déjà de l'huile d'olive, tout miel et tout vin, et tout blé, c'était déjà de l'Antiquité. Épicure, c'était... Bien sûr. Vous savez, quand on dit épicurien aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un épicurien? C'est Épicure, c'est un philosophe, il était un gastronome, épicurien. Ce qu'il disait, lui, c'est la jouissance du ventre et le plaisir, et la source de tout le plaisir de l'homme. À 300 avant Jésus-Christ. Et moi, je ne vais pas situer la discussion autour de non, d'ailleurs, c'est pas le... c'est pas les propos, c'est pas le but. Sauf que Alain, je le connais très bien, il a relevé les défis, il a fait un travail extraordinaire. Je l'ai connu, il était jeune d'Alain d'Ngoemio, il était extraordinaire. Je connais son parcours, je connais très bien, et je l'apprécie beaucoup. Vous avez en commun d'être étoilé avec une cuisine, on va dire une cuisine fusion entre cette Méditerranée et quand même une cuisine française bourgeoise. Absolument, oui, bien sûr. Alan, on peut dire ça? Exactement, mais juste je vais revenir sur le point très important par rapport au poisson. Certes, aujourd'hui, le recette de poisson qui est liée dans la cuisine libanaise entre fritures ou entre quelques plats qui sont mijotés. Oui. Il y a eu un gros problème pendant la guerre civile libanaise. Il y avait beaucoup de déchets qui sont tombés dans la mer et elle a tué toute la richesse de la mer. Mais si on revient sur l'histoire de la cuisine libanaise, c'est une cuisine beaucoup basée sur le fruit de mer. À l'époque, il y avait des coquillages. À l'époque, il y avait des poules. À l'époque, il y avait beaucoup de poissons. Et malheureusement, maintenant, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est vrai, elle est basée entre friture en tempura ou dans des plats mijotés comme le siédié ou comme le tagine et tout ça. Alors, et ensuite, attendez, Alan, on va parler cuisine un peu plus avant pour faire des comparatifs. Moi, on va être très simple, on a deux chefs ici dans l'émission, on va leur demander les différences entre des plats qui sont emblématiques et que les gens connaissent. Avant tout, je dis que Andrea Mavromatis, alors c'est un petit empire de traiteurs et de restauration avec ses frères. Et effectivement, vous venez d'ouvrir à Paris un restaurant qui s'appelle Laurier, comme la feuille de laurier, au Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées, qui est un endroit assez central. Une belle unité au 2e étage.
Oui, alors ça fait 3 mois que nous l'avons ouvert, c'est vu sur Champs-Élysées, c'est d'une très belle réalisation, très beau décor. Alors pourquoi laurier? C'est laurier parce que j'ai trouvé, parce qu'avant tout on se définit comme méditerranéen. Et là, je dis laurier, d'abord c'est des symboles de la cuisine méditerranéenne. Oui, qu'est-ce qui lui, tous les Méditerranéens utilisent les lauriers parce qu'on sait que c'est l'antiseptique. À l'origine, c'était ça. C'est antiseptique, l'effet des lauriers. Et après, on a découvert que ça parfume bien la cuisine. Et le laurier, c'est avec ça qu'on décorait nos athlètes, les anciens. Bien sûr. Et laurier, en France, on dit laurier sauce. Pour le différencier du laurier rose. Pour le distinguer, oui, absolument. Alors, c'est pour ça, laurier. Donc, c'est une carte bistronomique qu'on sait tout matin jusqu'à... Pour le moment, on n'est pas ouvert le soir. On est ouvert jusqu'à 9h, parce que Galeries Lafayette, Champs-Élysées, ils ferment à 9h. Oui. Mais tout au long de la journée, on peut aller déguster des plats de bistronomie, y compris beaucoup de poissons. Alors, Alan, dans le même temps, lui aussi, il a ouvert, preuve que la Méditerranée se porte bien à Paris. Alors, après votre Casti Shawarma, qui est un endroit... On va parler du shawarma et du gyros. Non, mais ça m'intéresse. Vous venez d'ouvrir une épicerie, vous, c'est-à-dire en fait un magasin de produits libanais, ce qui était plus rare à Paris. C'est exactement, en fait, c'était la période de confinement, c'était une période, je commence à préparer l'avenir. J'avais le temps pour aller vraiment réfléchir de ramener ma culture où j'ai grandi dans le nord du Liban, dans cette marché, le souk, entre l'épicerie, entre le shawarma, les grillades, et tous ces petites magasins. Voilà. Je disais Tripoli tout à l'heure, je ne parlais pas de la Libye, bien évidemment, parce que quand on dit Tripoli, mais c'est le nord Liban. Exactement. Du coup, on a fait le shawarma, Casti Shawarma un grill il y a quelques mois, il y a 3 mois. Et depuis une semaine, on s'est lancé dans l'épicerie fine libanaise avec beaucoup de produits artisanaux qui viennent directement du Liban. Vraiment, ça vient du village. Entre le confiture, entre le za'atar, le somac, la mélasse de grenade et beaucoup de fermentation des légumes. C'est un petit caverne de Alibaba, on trouve tout dedans. Et voilà, et aussi un peu de pâtisserie, mais on va en parler, parce que ça aussi, ce sont des choses qui relient pas mal. Si on pense baklava, on voit que des deux côtés du bras de Méditerranée, on trouve. Alors... Bon, pour autant, chacun a ses spécificités. Vous, Andreas, vous travaillez à partir de produits traiteurs et de produits cuisinés sur place. C'est un peu l'idée, c'est d'avoir dans votre labo qui se trouve en région parisienne, vous fabriquez par exemple ce qu'on appelle, je sais pas comment vous appelez ça, les mezés, c'est au Liban, mais chez vous, enfin toutes les entrées. Mezedes en grec, c'est la même chose. Bon, d'accord. Donc les mezedes. Je trouve c'est plus sympa qu'on le dit en libanais, mezzé. Tiens, ça m'aurait étonné. Évidemment, Alain, il est très chauvin, Alain. Il défend. Vincent, c'est toi qui m'as dit c'est un match de boxe. Je joue les jeux, moi. Oui, mais j'ai dit un match de boxe amical, avec des très gros gants avec plein de watts à l'intérieur. Mais enfin bon, c'est bien. Mais il faut être un petit peu chauvin et aimer la cuisine de son pays. Allez, restez avec nous, messieurs. Andreas Mavromatis, Alan Géam. On se retrouve dans une seconde et on va vraiment rentrer dans les recettes. Allez, à tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. C'est un marché méditerranéen que l'on a commencé depuis un quart d'heure en compagnie d'Andreas Mavromatis, chef étoilé, on va dire gréco-cypriote, ici installé à Paris à travers ses boutiques traiteurs, mais surtout ses restaurants. Et Alan Géam, qui lui aussi est restaurateur et chef étoilé, mais pour une cuisine plus libanaise, bien entendu, puisqu'il est libanais et d'origine, même si c'est bien acclimaté en France, et lui aussi à travers différents restaurants à Paris et une toute nouvelle boutique d'épicerie, le Doukan, qui est une épicerie rue Saint-Martin qui fait la place belle aux petits produits de son terroir du nord du Liban. Alors messieurs, il est temps maintenant de parler recettes, parce que moi c'est ce qui m'a frappé le plus justement, sont les correspondances entre vos deux cuisines. D'une part la cuisine cyprio-grecque, de l'autre part la cuisine libanaise du nord, mais enfin elle est un peu la même partout, je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble. Voilà, par exemple, il y a une chose qui m'a frappé, la feuille de vigne. Cette fameuse feuille de vigne roulée que vous, Andreas, vous appelez dolmades, les dolmades. J'étais très étonné, Alan, de la retrouver dans la cuisine libanaise. Il me semblait que c'était plutôt grec quand même. Qu'est-ce que vous en dites, Andreas, vous? Alors, plutôt grec, vous savez...
Si je dis ça, là, il va dire non, c'est pas grec. Je pense qu'on va parler de la recette. Comment est-ce que vous la faites, vous, la feuille de vigne? Alors, c'est du riz. Moi, je mets du riz arborio, de la nette, l'échalote, l'oignon, fines herbes, de la menthe. Voilà. C'est cuit dans un bouillon de légumes avec du citron. D'accord. Et la feuille, elle est cuite, elle est confite. Alors la feuille, elle nous arrive de Grèce. Nous, on a signé un contrat avec carrément un village grec parce qu'on consomme énormément et qui ramasse les feuilles très jaunes. Parce que ce qui est important dans la feuille, sinon c'est une bouterie, hein, c'est ce qui donne l'osmose entre la feuille et cette acidité. Et la farce. Si la feuille n'est pas légèrement acide, il faut qu'il soit tendre, très tendre. Même sur l'embouillon, après, on va l'embouillonner, on va la chauffer, on va continuer à le cuire pour enlever les sels, parce qu'ils arrivent dans les sels. Ou dans les sels ou congelés. Il n'y a pas d'autre solution pour avoir la feuille toute l'année. Hein. Nous, on va cueillir les feuilles au mois d'avril. Ça dépend des régions de Grèce, parce que la Grèce, par sa géographique, il y a une diversité géographique très importante. Bien sûr. Entre les nord, et les de sud, cépages les aussi, îles, et des cépages. Il y a des cépages qui se prêtent très très bien pour ça et pas d'autres. Vous voyez, donc c'est ça la sélection. C'est vraiment un travail de sélection déjà du produit de base. Absolument. Alain Géam. Comment vous la faites, vous, la feuille de vigne roulée? La feuille de vigne s'appelle Wara Aneb en libanais. La plus traditionnelle, c'est les feuilles de vigne qui sont roulées finement avec des viandes d'agneau hachées, pignons de pain, échalotes et beaucoup d'épices. Donc du coup, le riz, c'est plutôt côté grec alors? À Chypre, à Chypre, vous avez raison, parce que là, ça justifie un peu notre proximité. À Chypre, on les fait avec la viande et du riz, mais plus souvent avec la viande. D'ailleurs, on l'appelle koupepkia et pas koupepkia. Voilà. Ensuite, on va l'aligner un à côté de l'autre, comme les doigts, en grand cercle dans la gamelle. Mais on va commencer avec une couche de pommes de terre, la feuille de vigne. Ensuite, on va mettre tous ces feuilles de vigne roulées. Et dans le milieu, on va mettre un bon épaule d'agneau confite avec de gras d'agneau, parce que normalement, on ajoute le citron. Normalement, ces feuilles de vigne, il doit cuire au gras d'agneau et le citron. Ah, d'accord. Ça veut dire que traditionnellement, c'est très gourmand. C'est une cuisson confite à la viande, alors? Exactement. Ensuite, c'est une cuisson de 3 heures. On va laisser reposer. Et derrière, on va déguster cette feuille de vigne qui est farcie à l'agneau avec de l'ail menthe et un morceau de citron. Mais Alain, froid ou chaud? Chaud. C'est un plat qui est chaud. Du coup, c'est un plat qui est parti, il a passé par le Chypre, la Grèce, et ensuite il est venu en France, que la première fois, j'ai vu qu'ici en France, on déguste les feuilles de vigne végétariennes. Ah oui, d'accord. Est-ce que ça, c'est vraiment origine libanaise? Moi, j'ai dit non, c'est plutôt vient de Chypre ou de la Grèce. D'accord. Par contre, nous, la même recette qu'on faisait avec la feuille de vigne végétarienne, c'est la blette, pas la feuille de vigne du coup. Là, on le fait version riz, des herbes. Des sortes de boulettes de blette, de feuilles de blette, Andreas. On les fait avec tes choux, avec tout chou blanc ou des blettes, on les fait et on les sert les chauds avec une sauce, ce qu'on appelle avgolemono, c'est la sauce au citron et bouillon de volaille. Avgolemono, oui. Ça c'est une sauce extrêmement courante en Grèce, effectivement. Ça vient sur pas mal de plats. Ok, allez, on va avancer sur une autre recette. Alors, on va donner la parole à Alan. Allez, il faut que chacun commence à son tour. Parlons du caviar d'aubergine. Alors, le caviar d'aubergine chez vous, au Liban? Le caviar d'aubergine chez nous qui s'appelle motabal et babaranouj. Le motabal, c'est l'aubergine, on le fait griller avec la peau sur un barbecue au charbon. Il faut vraiment la peau qui soit brûlée, comme ça le cœur d'aubergine, il va absorber le fumé. Eh oui, parce qu'on retrouve ce goût fumé dans votre caviar d'aubergine, Alan. C'est important. Exactement. Une cuillère de crème de sésame, du citron. Le tahini, c'est ça? Un gousse d'ail, le tahini. Mélangez tout ça ensemble au fouet ou au couteau, pas du tout dans le mixeur. Et pourquoi on l'appelle aujourd'hui baba ganoush? Le baba ganoush, c'est juste que le baba, c'est le papa qui est un peu feignant, quand on a envie de s'occuper de lui. On a juste une cuillère de yaourt. Ah oui, d'accord. Plus de gourmandise et on mélange ensemble qu'on l'appelle baba ganoush. Ah, c'est ça, c'est pour apporter pour un peu faciliter, on va dire, le plat et le rendre plus gourmand, mais c'est pas traditionnel, c'est ça? C'est ça, en fait, on mange plus avec les yaourts, une cuillère de yaourt avec la crème de sésame que sans yaourt.
D'accord. Est-ce que ça ressemble à ce que vous faites, vous, Andrea? Au début, oui. Les aubergines sont grillées. Oui, c'est ça, cru. Alors nous, pour éviter qu'ils soient trop fumés, trop grillés, on fait la moitié au four et l'autre moitié on fait sur les grilles. D'accord. Voilà, ce que j'ai constaté qu'en France, c'est un peu difficile. Le goût fumé. Trop fumé. Oui, trop fumé, brûler la peau. Et je crois que chez les Libanais, Allah va me corriger si je me trompe, vous ne les pluchez pas, non? Vous les broyez comme ça avec la peau, non? Avec la peau. Mais quand je suis venu en France, pareil, il y a 20 d'années, j'ai vu qu'en France, on épluche le vergine. J'ai dit, au secours. C'est trop dur. Oui, donc vous récupérez la pulpe à l'intérieur. Oui, absolument. Donc, ça donne bien ce goût de fumée, mais moi, j'ai plus dans l'équilibre du fumé et de la fraîcheur. D'accord. Alors, nous, on ne met pas de tahini dedans. C'est une grande différence. Cette crème de sésame, elle n'est pas dans la recette. Autre la cuisine libanaise, c'est nous, sous les caviar d'aubergine, nous on met de l'huile d'olive, on met du citron, on met de l'ail, et moi j'ai rajouté du yaourt de brebis. Ah oui, qui donne un petit goût encore. Pour donner un velouté. Donc c'est un baba ganoush grec, quoi, grosso modo. Un peu. Sauf qu'il n'y a pas de tahini dedans. Oui, il n'y a pas de tahini. C'est vrai. Ouais. Alors, vrai sujet, parce que le temps passe, mais moi j'ai une question. Grosso modo, et ça dépasse les frontières, évidemment, de la Grèce et du Liban, c'est on va dire le shawarma versus le gyros ou le kebab. Voilà. Quelle est la grande différence? Parce que vous avez un shawarma qui est très particulier, et notamment votre shawarma de bœuf veau ou de poulet. Voilà. Le shawarma, on revient à l'origine du shawarma. Je parle bien sûr de côté libanais, pas de Chypre et grec. C'est le Turc qui l'ont ramené ça au Liban. Le shawarma, ça veut dire une broche qui tourne, une moquée turque. La Turquie, elle a resté 600 ans quand même au Liban. Elle a laissé pas mal de culture dans la cuisine libanaise. Du coup, mais c'est un kebab. On est d'accord, c'est un kebab. Non, pas du tout. Là, on va en train de tout mélanger. Pas du tout. C'est pas un kebab, c'est un shawarma. Il y aura shawarma poulet et shawarma viande. Attendez, quelle est la différence, Alan? Vous me dites on mélange tout, mais quelle est la différence ce qu'ont apporté les Turcs, c'était du kebab, en fait? Ils sont ramenés la façon qu'ils font la broche, les monter en pyramide comme ça. Oui. Enfin non, pas en pyramide, l'envers de pyramide, de petit jusqu'à grand. Ah d'accord. Là aujourd'hui, c'est la marinade qu'elle change complètement, les mélanges des épices. D'accord. Dans le shawarma viande, on est aujourd'hui sur le bavette, 70%, 30% de poitrine de veau pour donner un petit peu de viande juteuse. D'accord. Mariné, vinaigre, huile d'olive, oignons, orange, citron, feuilles de laurier, ail, oignons et cardamome, cannelle. Ouais. Tous ces épices là mélangées avec. Et après, c'est roulé dans une pita avec une sauce et des légumes, des pickles en quelque sorte, des légumes marinés. Avec la crème de sésame, les oignons et. Ah oui, c'est une vraie préparation. Quelle est la différence avec le gyros dans tout le monde grec? Alors, pour ce qui concerne les veaux ou les bœufs, nous on ne marine pas tout dans le vinaigre. Ouais. D'ailleurs, franchement, je trouve pas ça extraordinaire. Bon, non, mais chacun son goût, hein. Les vinaigres dans les. Enfin, ça donne une couleur noire en plus. Enfin, je sais pas. La volaille, j'aime beaucoup chez les Libanais. Attendez, Alan, laissez. C'est comme dans les débats politiques. Hein. Il est en train de critiquer mon shawarma. Non. Il dit que c'est pas sa culture. Alain, je n'ai pas critiqué les tiens parce que je ne les connais pas. Je viendrai avec plaisir. Je ne les connais pas. Il faut le goûter. Hein. Mais j'ai goûté chez les autres. Et je préfère la volaille, si tu veux. Hein. Les poulets, je préfère. Mais il en fait aussi, très bon. Un poulet label rouge, si je ne me trompe pas. J'adore les poulets, mais beaucoup mal les bœufs. Voilà. Alors, quelle est la différence? Nous, déjà, on ne marine pas dans le vinaigre. Hein. Mais c'est une surposition des morceaux de viande avec des épices. Nous, on met du thym, du laurier broyé, on met mais il est servi dans un pain pita par la suite, de la même façon. Et c'est pas la même pita par contre. Hein. Ah ouais. La vôtre est plus moelleuse. Moi, j'utilise la pita libanaise, vous dire, parce qu'elle est plus fine et donne plus du goût au produit qu'au pain. Je pense que moi j'utilise parce que j'ai fait aussi des sandwichs dans une boutique. J'utilise la pita libanaise, je trouve la pita grecque elle est plus épaisse. Voilà, elle est très bonne, mais elle est un peu différente. Moi, j'utilise la pita libanaise. D'accord. Voilà. Ah bah voilà. Vous voyez qu'on peut vous réconcilier sur le pain. Hein, vous êtes maintenant ce qu'on pourrait appeler des copains, c'est-à-dire copains qui partagent le pain, puisque vous prenez les mêmes pitas. Absolument.
Bon, écoutez, excusez-moi, mais le temps a passé tellement vite. Je vous rappelle que si vous voulez goûter cela, il faudra passer à Paris, soit dans l'établissement Mavromatis, pour ce qui concerne Andreas et sa cuisine cyprio-grecque, soit dans les établissements d'Alan Géam. Contrairement à mon ami Ambé, je veux lui dire que la vin et les vins au Liban, on n'en a pas beaucoup. L'histoire du vin, c'est la Grèce et le vieux monde. Et les fromages. À Grèce, on a 20 fromages AOP. Chypre, il y a les Halloumi il a bénéficié de l'AOP cette année. Et Halloumi, il n'est même pas libanais. Je crois qu'il y aura une revanche. Sous les fromages, vous êtes pauvre, et sous les vins, vous n'avez pas grand-chose. Voilà, au moins ça c'est dit. Andreas Mavromatis qui au dernier moment a un petit uppercut venu du fin fond de son maillot. Voilà, merci Alan Géam d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce petit match gréco-libanais. Mais en fait, il n'y a pas de gagnant parce que les gagnants, ce sont les consommateurs qui peuvent goûter et se faire une idée eux-mêmes. Et on n'a même pas parlé des pâtisseries. En plus, il y a encore des splendeurs dans les desserts. Voilà les amis, la semaine prochaine, on se retrouve à la même heure pour un autre marché haut en couleur, comme aujourd'hui. Rendez-vous dimanche à 10h, comme d'habitude. On déguste l'actualité de tout ce qui se mange après le journal. Vous écouterez en toute vérité Alexandre Devecchio, puis c'est ça la France de Nathalie Schrein-Guirma. À dimanche prochain et rappelez-vous, si le soleil n'est pas toujours dans le ciel, on peut facilement le mettre dans les assiettes, surtout avec des invités comme ça. Bon dimanche. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.